Aujourd'hui, moi, c'est sûr que je vais vous faire une présentation plus sur le rôle de l'adulte, comment revoir nos pratiques, axer plus sur le développement des compétences émotionnelles et relationnelles en lien avec les réalités LGBT, oui, mais ce que je vous présente peut être appliqué à peu près à n'importe quelle personne. Donc, on va sortir de notre zone de confort parce que je crois que aussi, on doit apprendre à développer nos propres compétences pour mieux accompagner les autres. Donc, on va parler de saines habitudes de vie émotionnelle et relationnelle, comment y arriver. Je ne vous demanderai pas de devenir des êtres humains parfaits, au contraire. On va aussi définir la bienveillance parce qu'on en a parlé beaucoup à travers tout le colloque. C'est quoi la bienveillance? Comment ça s'applique aussi? Comment on accompagne les gens en toute bienveillance? Et comment, après ça, on les accompagne à mieux exprimer leurs besoins et à trouver des solutions et à réguler leurs émotions. En commençant, je vais quand même vous présenter quelques chiffres qu'avec CROP, on a accumulé en 2017. On a fait un grand sondage pan-canadien. C'était la première fois qu'on créait un portrait de situation chez les Canadiens par rapport aux réalités LGBT. Moi, quand je parle des communautés LGBT, j'aime autant parler des communautés parce qu'on est plusieurs communautés qui sont réunies sous le même acronyme. J'aime aussi quand on parle dans l'approche avec les jeunes, de parler de diversité sexuelle et de genre. Pourquoi? Parce que quand on parle de diversité, on peut des fois utiliser minorité sexuelle et de genre, pardon, mais ce que j'aime quand on parle de diversité, c'est que ça inclut aussi les hétérosexuels. Donc, ce qu'on a eu comme conclusion là, de notre grand sondage pan-canadien, c'est que 13% des gens de 18 ans et plus s'identifiaient dans les communautés LGBTQ, ça peut être 2+, là. À l'époque, on avait dit LGBT. Et quand on regarde la population des plus jeunes, vous allez voir que le pourcentage augmente de beaucoup. Donc, on est à 26%. Donc, puis ça peut varier là, selon les sondages. On peut aller même jusqu'à 30% là, dans certains sondages. OK? Donc, en 2014, Statistique Canada nous avait évalué à 3%. Est-ce que c'est parce que la fondation était indépendante? Est-ce que les gens avaient peur de dévoiler certaines informations au gouvernement? C'est des questions qui se posent. Je sais que là, présentement, dans le nouveau sondage de Statistique Canada, il y a une volonté à mieux aller identifier ces communautés-là et aussi de comprendre leurs besoins pour mieux intervenir là, de façon systémique. OK. Là, je vous parle aussi de l'identité de genre. Moi, à mon époque, là, quand on disait qu'on était homosexuel, là, ça arrivait à l'âge adulte. Si on parle de questions d'identité de genre, même d'orientation sexuelle, de plus en plus, c'est pour ça que je vous montre cette diapositive-là. Vous voyez là que le processus de questionnement est autour de 12 ans, OK, 12-13 ans. Le processus d'acceptation est autour de 14 ans. Le dévoilement autour de 14 ans aussi. Là, c'est une moyenne, évidemment. Puis quand on regarde par rapport à l'identité de genre chez les 35 ans et plus, là, on était à des âges beaucoup plus avancés quand on faisait tout ce processus-là. Ce que ça veut dire qu'il faut apprendre de plus en plus à mieux intervenir plus jeune. C'est ça que ça veut nous dire. Donc, puisqu'il y a des dévoilements, puisqu'il y a des processus de questionnement, il faut autour de nous autres qu'il y ait des adultes, hein, puis pas juste des adultes issus des communautés LGBTQ2+, là. Ça peut être aussi, c'est tous les adultes qui accompagnent les jeunes dans leur développement optimal. C'est une diapo aussi que j'ai sortie de ce grand sondage, là, que vous pouvez aller consulter sur la fondation jasminroy.com. C'est quand même un rapport de 400 pages. Ce que je veux surtout faire, parce qu'on a demandé aux gens s'il y avait assez de ressources sur le terrain, d'accord, pour les catégories d'âge. Et ce qui nous a quand même surpris, dans la catégorie 15-17, on disait que 41% des jeunes disaient qu'elles étaient un peu insuffisantes. OK? Donc, on avait à peu près 50% des jeunes qui disaient oui, c'est suffisant, mais vous avez quand même un pourcentage, là, l'autre 50% qui disent que c'est pas suffisant encore à l'heure aujourd'hui. Et ça, c'est préoccupant. Parce qu'on peut comprendre que des gens de 55 ans et plus, avec le vieillissement, peuvent trouver qu'il n'y a pas assez de ressources ou qu'à leur époque, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas assez de ressources sur le terrain. Mais quand on voit des jeunes qui disent ça, c'est que vraiment, on doit mettre des efforts. Et là, je vous montre ces diapositives-là parce que ça va être en lien après ça avec ce que je vais vous présenter.
Les sentiments de nature dépressive en lien avec l'orientation sexuelle et l'identité de genre, 81% des personnes issues de ces communautés-là disent que oui, ça leur est arrivé par le passé, ça leur est arrivé aussi actuellement, là, mais c'est quand même assez élevé de dire qu'ils ont eu des sentiments de nature dépressive en lien avec leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Et là, quand on regarde les diapositives en détail, je vous invite à regarder identité de genre. Vous allez voir que la perception de difficulté dans la vie, hein, si on regarde les homosexuels qui sont à 58%, les hétéros, non, on n'a pas les hétéros là-dessus, 58%. Et si vous allez voir pour les personnes là, issues de la minorité, c'est peut-être dans le spectre trans ou qui sont trans non-binaires ou qui sont dans des genres moins connus, la difficulté, la perception de difficulté semble beaucoup plus grande. D'où l'importance de mieux intervenir. C'est la même chose avec les manifestations de sentiments dépressifs en lien avec l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Comme vous pouvez voir, on est surreprésenté dans ces communautés-là et les personnes trans souffrent beaucoup plus que les personnes homosexuelles, bisexuelles ou pansexuelles sont assez élevées aussi, là, ou asexuelles. Ça, aussi dans notre sondage, la grande surprise, ça a été beaucoup tout l'aspect asexuel qui est très ressorti dans notre sondage, là, qu'on ne croyait pas voir, mais qui se mesurait même plus que l'identité de genre quand on parle de trans. Une autre diapositive importante ici, et je vous la montre parce que tout à l'heure, on va parler des besoins relationnels chez les jeunes. Et je vous invite à regarder la troisième ligne quand on parle quand la réaction face au coming out. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas été crus ou qu'on a ignoré l'information. Et quand on regarde le sondage chez les personnes de certaines communautés ethnoculturelles, le pourcentage augmente de beaucoup. Donc, on parlait de beaucoup d'intersectionnalité, là, mais dans certaines communautés, c'est encore plus grand, on ne les croit pas, on ignore l'information. Puis vous allez voir plus tard, quand je vais parler des besoins relationnels, à quel point ça peut créer de la violence, ça peut créer de la violence contre soi, mais aussi contre les autres. Maintenant, on a parlé beaucoup de bienveillance. Là, je vais vous parler un peu de ce que j'ai fait dans mon livre, Éloge de la bienveillance, en faisant des liens aussi avec les communautés LGBT. Mais comme je vous dis, toute cette approche, parce que c'est une approche, hein, on dit maintenant qu'il faut avoir une approche positive et bienveillante. Puis là, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Pourquoi il faut que ça soit positif et bienveillant. Ça ne veut pas dire de plus parler d'homophobie, de transphobie, c'est pas ça. On en parle, on le nomme, mais après ça, dans nos actions, on va axer plus sur le développement des compétences parce que les gens issus des communautés LGBTQ2+, eux aussi, ont besoin de développer leurs compétences émotionnelles et relationnelles, mais aussi, il faut travailler de façon systémique avec le groupe ou les groupes pour développer leurs compétences en lien avec des connaissances qu'ils n'auraient pas et aussi des compétences relationnelles. Mais quand on parle de compétences relationnelles, ça veut aussi dire de compétences émotionnelles, d'accord? Si on gère mal nos émotions, on va avoir de la misère à avoir de bonnes relations. Donc, c'est quoi la bienveillance? Moi, je l'ai défini comme ça. Il y a plusieurs façons de le définir. Des fois, dans certains milieux, ils vont dire on va se trouver notre définition, mais la définition que j'aime, moi, c'est avant tout, parce que quand je donne des conférences avec des gens habituellement, moi, c'est très interactif. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui aime ça parler longtemps tout seul. Et ce que je dis, c'est quoi pour vous la bienveillance? Et tout le monde me dit, ben il faut montrer que les autres sont importants, il faut considérer l'autre, il faut l'écouter, il faut le soutenir, il faut vouloir son bien, il faut démontrer que l'autre personne est importante, il faut prendre soin des autres. Bon, tout ça, là. Et la dernière phrase qui arrive, c'est, il faut bien prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. D'accord? Et surtout quand on parle d'intervention. Tout commence par soi. D'accord? Et vous allez voir, plus on va avancer, c'est là qu'on parle de l'importance du rôle de l'adulte ou du rôle des pères. C'est comment moi, je vais être en position d'accompagner quelqu'un en pleine bienveillance. Ça veut dire quoi la bienveillance? Oui, ça veut dire prendre soin des autres, mais ça ne veut pas dire de faire pour l'autre. Hier, on l'a vu là, dans une autre conférence, c'est pas à moi de dire à l'autre quoi faire. On peut suggérer.
Mais c'est pas à moi de dire à l'autre personne, écoute, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ben, est-ce que c'est ça qui t'arrive? C'est pas à vous de faire ça. D'accord? On peut dire, penses-tu que c'est quelque chose qui serait possible pour toi? Mais puis on va le voir plus tard dans la gestion émotionnelle, à quel point c'est important de ne pas imposer sur l'autre sa façon de gérer nous-mêmes nos émotions. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Parce que la première question que je pose toujours quand je donne des conférences, soit des parents, soit des enseignants, soit des intervenants, c'est qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui rend l'être humain heureux? Parce que si on veut accompagner les jeunes, puis s'assurer qu'ils soient heureux, bien, qu'est-ce qu'il faut leur apprendre pour être sûr qu'ils vont être heureux puis développer leurs compétences pour pouvoir y arriver? Parce que c'est bien beau, là, on parle souvent de numératie, de littératie à l'école, on parle rarement des relations. D'accord? Et il y a une étude longitudinale à l'Université Harvard qui, pendant 75 ans, ont suivi 2 groupes d'hommes, des hommes qui venaient de milieux favorisés et des hommes qui venaient de milieux défavorisés. Et on les faisait une évaluation biopsychosociale aux 2 ans parce qu'on voulait savoir qu'est-ce qui les rendait heureux, les faisait vivre plus longtemps et en meilleure santé. D'accord? Et ce qu'on a conclu, c'est que c'est la qualité de nos relations sociales qui nous rend heureux, pourrait même contribuer à nous garder en bonne santé. D'accord? Mais ça, on ne nous l'a jamais dit. Qu'est-ce qu'on nous a dit dans la vie? Mange 5 fruits et légumes par jour. Hein? Ça, on nous a dit ça. Tu vas manger 5 fruits et légumes par jour. Tu vas faire 30 minutes d'activité physique, tu vas vivre longtemps. Jamais qu'on nous dit, tu vas manger 5 fruits et légumes par jour, tu vas faire de l'activité physique, mais tu vas surtout améliorer tes relations avec les autres. Ça ne veut pas dire de toujours avoir des relations parfaites. Là. Tout le monde va sauter des coches, tout le monde va avoir des comportements inadéquats. Ça arrive à tous les êtres humains. Ce qu'on essaye avec cette technique-là, c'est d'arriver à en avoir le moins possible pour mieux accompagner les autres, les jeunes autour de nous, à aussi améliorer leurs relations avec les autres. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va les rendre heureux et va les garder en bonne santé, va les faire vivre plus longtemps. Hein? Quand on est isolé, là, ça a été démontré, moi j'ai vécu de l'intimidation, j'ai vécu des troubles anxieux, ça a des incidences sur le cerveau, l'isolement, l'intimidation, quand on est ostracisé, ça peut même à long terme créer des lésions au cerveau, là, ça tue les neurones. C'est pour ça qu'on l'a vu là, dans la dernière année, là, le meilleur exemple, c'est la pandémie, à quel point le moral des troupes est tombé. Pourquoi? Parce que essentiellement, on est coupé de ce qui nous rend heureux, nous fait vivre plus longtemps et en meilleure santé. Puis je vais vous dire plus que ça. Selon les recherches, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que si tu as des bonnes relations, d'accord? Si tu gères bien tes émotions, parce que pour avoir des bonnes relations, il faut gérer ses émotions, tu vas être plus enclin à mieux manger et faire de l'activité physique. D'accord? Est-ce qu'on va y arriver à tous les jours? Non. Est-ce qu'on mange 5 fruits et légumes 365 jours par année? Je ne crois pas. Est-ce qu'on fait, tout le monde, là, est-ce qu'on fait toujours 30 minutes d'activité par jour? Même à Noël, là, des fois, quand je donne des conférences, tout le monde dit « Ah oui, moi, oui ». Je dis « Même à Noël? » Non. Je pense que le but de ce que je vous montre, ce que je vous enseigne aujourd'hui et ce qu'on devrait enseigner aux jeunes, c'est de dire comment, maintenant, je vais avoir dans mon collimateur, là, quelque chose qui va me dire « Ben, Jasmin, un peu comme avec l'alimentation, ben là, Jasmin, tu as mangé 3 poutines cette semaine, il faudrait peut-être que tu tapes une salade. » Peut-être aussi, à un moment donné, tu vas dire, écoute, Jasmin, au niveau émotionnel, tu es pas mal poutine, il faudrait peut-être que tu passes dans le mode salade. Il faudrait peut-être que tu t'apprennes à prendre un temps de repos, puis que tu t'ailles vers les autres, puis que tu discutes, puis que tu échanges, d'accord? Une chose aussi, ici, présentement, que je veux nommer, parce que nous autres, on finance des recherches aussi auprès des jeunes. À l'heure actuelle, ne démonisez pas les réseaux sociaux, la technologie. Après la pandémie, on verra comment on va l'encadrer, là. Mais présentement, c'est un outil de résilience puissant pour les jeunes, surtout les jeunes adolescents, pour pouvoir les aider à passer à travers la pandémie, d'accord, pour rester connectés aux autres. Donc, les technologies, bien qu'elles nous coupent des relations sociales, puis à un moment donné, il faut arrêter ça, elles peuvent aussi servir d'outils de résilience pour rester en contact avec des gens qui nous ressemblent, des gens qui peuvent nous supporter. Donc, il ne faut pas démoniser à l'heure actuelle les réseaux sociaux. Après ça, on verra comment ça va évoluer. D'où l'importance, maintenant, moi, ce que je parle, c'est qu'il faut arrêter de parler toujours de violence, d'intimidation, d'homophobie, de transphobie.
Et dans l'approche, on va parler plutôt des saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison. Un peu comme à une époque, on parlait de décrochage scolaire, maintenant on parle de persévérance scolaire. On va passer plus dans le mode positif. Parce que ce qu'on a compris aussi avec les études, c'est que si on parle trop souvent de violence dans des milieux, surtout chez les jeunes, là, on l'a vu avec l'intimidation, si on en parle trop souvent, on a l'effet contraire. C'est que les jeunes se braquent parce qu'on en parle souvent, ils ont l'impression qu'il y en a beaucoup. Donc, ils se braquent et ils ont plus tendance à avoir des comportements inadéquats. Donc, dans le fond, ce qu'on cherche, c'est plutôt renforcer les bons comportements. Il y a toujours des arrêts d'agir dans les comportements inadéquats. Mais ensuite, le vrai processus, c'est le processus éducatif vers les bons comportements. Puis c'est faux de penser que les gens issus des communautés LGBT, Q2+, là, ils n'ont pas besoin de mesures éducatives vers les bons comportements parce qu'ils vivent beaucoup de frustration, vivent beaucoup de dépression. Donc, ça se peut très bien qu'il y ait des comportements qui ne soient pas adaptés ou qui ne soient pas acceptables. On a un arrêt d'agir, mais après ça, ce qu'on fait, au lieu de punir, parce que là, la punition, on le sait, ça participe pas au développement des compétences émotionnelles et relationnelles. On fait l'arrêt d'agir. Il peut y avoir une punition dans certains cas, mais la vraie intervention, c'est de dire, mais maintenant, ce que je m'attends de toi? C'est quoi le comportement que je m'attends de toi? Et quand ce comportement-là se manifeste, ben, on le renforce. Si on peut le renforcer auprès d'un groupe, c'est encore mieux parce qu'après ça, il va y avoir une adhésion au groupe. OK? Donc, je reviens un peu sur les saines habitudes de vie émotionnelle, mais surtout sur le fait qu'il faut avoir de bonnes relations pour être heureux dans la vie. Donc, si on veut avoir une société plus tolérante, on va apprendre à nos jeunes à avoir de bonnes relations avec les autres. Ça veut dire pas juste la personne victime, parce que ça, c'est un grave problème que j'ai dénoncé dès le début de la Fondation, là, qui tend à disparaître. On se souciait beaucoup des victimes, mais on se soucie très peu de développer les compétences des adultes. Puis on l'a vu, là, il y a beaucoup de gens qui vont dire avec les parents, des fois c'est difficile, oui, mais eux autres aussi doivent être accompagnés vers le développement de ces compétences-là. Dans certains cas, c'est pas possible, c'est sûr. Puis dans certains cas, même le jeune en difficulté, il n'arrivera pas nécessairement à tout contrôler ou à créer des bonnes relations. Des fois, ça va prendre un processus avec un psychologue qui est beaucoup plus long. OK? Donc, pourquoi je vous dis tout ça? C'est que quand on est en santé, OK, on est 55, quand on a des bonnes relations, là, on est 55% plus créatif dans la vie et 31% plus productif. Ça ne veut pas dire d'être dans une société plus performante. Je vous dis juste que quand on est heureux, on est spontanément plus créatif et productif. OK? Parce qu'on est bien. On a le goût de le partager. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Donc, de plus en plus, l'approche, c'est l'approche des 5 composantes des apprentissages sociaux et émotionnels qu'on met de l'avant. La conscience de soi, l'autorégulation des émotions, maîtrise de soi. Est-ce qu'on y arrive tout le temps? Non. OK, il faut arrêter de chercher la perfection. Là. Ça n'existe pas. D'accord? Puis moi, j'ai beaucoup aimé, je ne me rappelle pas du nom du conférencier qui a dit on a des préjugés. Puis la première chose à faire, c'est, comme adulte, d'accepter qu'on en est. La conscience sociale, parce que aussitôt qu'on a acquis la conscience de soi, l'autorégulation des émotions, notre conscience sociale grandit. On peut ensuite avoir de meilleures compétences relationnelles, gestion des relations. En général, les filles dans la société, là, je ne veux pas genrer, je ne veux pas faire des généralités, là, mais en général, dans les études, on dit que les filles comprennent mieux les rouages relationnels que les garçons. Puis là, je fais des généralités, mais il y a des garçons qui vont bien les comprendre, mais en général, à cause de la façon dont les filles sont éduquées, là, puis ça pourrait être une autre conférence, pour ensuite être capable de prendre des décisions responsables. OK? Donc, c'est ce qu'on dit maintenant auprès des intervenants, des enseignants et même des parents. Vous devriez avoir les deux premières composantes des apprentissages socio-émotionnels intégrés dans votre pratique. La conscience de moi-même. Okay? J'arrive en intervention. Comment je me sens? De quoi j'ai besoin? Okay? Puis comment je gère tout ça? Pour après ça, intervenir adéquatement. D'où l'importance de revoir le rôle de l'adulte dans notre façon d'intervenir. Puis vous allez voir encore plus loin pourquoi. Bon, l'empathie, vous savez que l'empathie, c'est une capacité innée
qu'on a, puis ça a été mesuré par la recherche, là, on a fait des études, là, vers 16 et 18 mois, l'enfant commence naturellement à manifester de l'empathie vers les autres. OK? On le fait aussi avec des études où un adulte échappait une épingle à linge, accrochait du linge, échappait l'épingle à linge, l'enfant ramassait l'épingle à linge, le donnait à l'adulte spontanément, puis l'adulte répétait l'exercice, puis même si l'enfant commençait à montrer des signes d'impatience, il continuait, d'accord? Donc, ça se manifeste naturellement. L'empathie ne se manifeste pas si l'enfant n'a pas, tu sais, on va parler de problèmes d'attachement, là, des fois, puis on les voit beaucoup dans les écoles d'enfants kangourous, là. Si l'enfant n'a pas été assez cajolé, bercé, s'il n'a pas eu assez d'attention quand il était au berceau, et même Boris Cyrulnik, là, dans son dernier livre, il dit même que c'est avant même la naissance là, qui peut avoir des conséquences sur les relations avec les autres dans la vie. Ce qu'on dit essentiellement, c'est que ces enfants-là risquent d'avoir de la difficulté à manifester de l'empathie. Et ensuite, pourquoi l'empathie se brise dans notre société? C'est souvent à cause des mauvais modèles adultes et le manque d'occasion aussi d'être empathique. Donc, il faut développer notre altruisme, donc manifester de l'affection aux autres, agir soi-même de façon altruiste. Moi, là, je parle tout le temps de modélisation. Pourquoi qu'on dit ça? C'est que, puis là, on l'a vu dans des capsules là, que vous pourrez aller voir sur le CRUGEF ou la Fondation Jasmin Roy. On a créé des capsules là, où on voit des jeunes qui ont été mal accompagnés dans certains cas, des fois bien accompagnés aussi, mais c'est que le rôle d'adulte est déterminant parce que ce qu'on comprend maintenant de la recherche, c'est que les enfants autour de nous, les jeunes, même adolescents, et je pourrais dire même en milieu de travail, si les modèles, mettons en milieu de travail, le modèle adulte, celui qui est en situation peut-être d'autorité, est pas adéquat, ben ça va avoir une incidence sur les autres. Donc, si on veut changer les comportements autour de nous ou aider quelqu'un, il faut avant tout modéliser le comportement attendu. D'accord? Si vous n'êtes pas capable de le faire, là, moi, je l'ai vu dans des écoles, là, des gens, des professeurs qui disaient aux jeunes dis pas fif puis tapette, puis après ça, eux-mêmes le disaient. Là, fait que tu fais comme le modèle n'est pas bon. D'accord? Donc, il faut bien modéliser le comportement attendu. On sensibilise les autres à l'impact de leur action sur autrui, OK? Puis on surtout fournir des occasions d'être utile aux autres. Et on le voit dans les communautés LGBTQ2+, là, la fragilité qui s'installe. Donc, ils peuvent le faire au sein d'un groupe, hein, montrer, fait partie d'un groupe de soutien, parce qu'ils vont se sentir utiles, puis ils vont créer des liens avec les autres. Puis ce qu'on cherche, OK, c'est justement qu'ils créent, parce qu'on veut qu'ils soient heureux, qu'ils vivent en santé et qu'ils vivent longtemps. On veut surtout qu'ils puissent établir des relations de qualité. Mais il faut leur enseigner ça. Donc, en tant qu'intervenant, vous devriez, normalement, nous, on parle de plus en plus de l'alphabétisation des émotions et des besoins. Isabelle, hier, parlait un peu de ça dans un autre langage. Et ça, c'est la base. Puis, dans mon dernier livre, je le dis, on est dans une société d'analphabètes émotionnels et relationnels. On pense que les relations, ça s'apprend tout seul. On pense que les émotions, ça se gère tout seul. Toute ma vie, moi, on me disait, ben là, calme-toi, c'est quoi ton problème? Au lieu de me dire, Jasmin, bon, comment tu te sens? Bon, tu te sens en colère, je me sens en colère, puis de quoi tu as besoin pour que je puisse t'aider? Puis peut-être que je ne pourrais pas t'aider tout de suite, mais on va prendre un rendez-vous plus tard pour qu'on puisse trouver une solution ensemble. OK, je ne te dirai pas quoi faire, par exemple, parce qu'en toute bienveillance, je veux ton autonomie et je veux que tu y arrives par toi-même. On veut pas devenir la béquille de quelqu'un, d'accord? Donc, en tant qu'intervenant, vous devriez être en mesure toujours de dire, ben moi, je me sens comme ça, et l'associer à quelque chose pour que vous puissiez faire l'exercice avec l'enfant ou l'adolescent par la suite. Donc, comment tu te sens? OK? De quoi tu as besoin? OK? C'est sûr qu'après, chez les plus jeunes enfants, ça va être plus difficile d'associer à une situation parce que, et même certains adolescents, ils vont avoir de la difficulté parce que c'est tout, quand je dis c'est de l'alphabétisation, c'est de la littératie émotionnelle, donc il faut apprendre à avoir un langage. Et même souvent, maintenant, on commence avec les enfants, on va leur proposer plusieurs émotions, des fois avec des émoticônes. Avec les adolescents, pour pas leur mettre des mots dans la bouche, là tu es en colère, là. On va leur dire, regarde, il y a plein d'émotions sur la table et c'est des mots. Puis
tu dis choisis les émotions que tu vis présentement. On peut même voir comment que ça se passe dans le corps. Après ça, on essaye de l'associer. Puis après ça, on essaye de répondre aux besoins. OK? Une des grandes erreurs qu'on voit, puis ça aussi, ça a été nommé hier par Isabelle, puis dans une des capsules, là, il y a Olivier qui parle d'une bonne intervention. C'est que quand on parle d'émotions dans notre société, puis moi, ça, je l'ai vu là, dans les écoles, il y a des intervenants, puis c'est pas parce qu'ils ont des mauvaises intentions. Là, faites attention, je ne suis pas là pour dire que je pense que les intentions sont bonnes. C'est l'approche des fois qu'il faut qu'on change. Je vais dans des écoles secondaires, puis là, les jeunes ne savent pas qui s'occupe des problèmes à l'école. Fait que là, il y a quelqu'un dans la salle, parce que des fois, les écoles secondaires, il y en a du monde. Puis là, il dit, ben moi, ma porte est toujours ouverte. Venez me voir. OK? C'est bien correct de faire ça. Cela dit, le problème, souvent, quand on aborde des émotions, c'est qu'on aborde toujours les émotions négatives en premier. Et on n'aborde jamais les bonnes émotions. Mais moi, si je me sens rempli de joie et que j'ai besoin d'appeler mes amis parce que j'ai une bonne nouvelle, j'ai des besoins liés à cette bonne émotion-là. Donc, et Olivier, dans son témoignage, c'est ce qu'il dit, moi, ce qui me faisait le plus de bien, c'est quand un intervenant n'abordait pas de front mes problèmes, commençait plutôt à dire, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui va bien pour toi? Tu passé du bon temps avec tes amis, OK? Pour ensuite arriver à des choses plus difficiles et faire des liens. Si l'enfant était capable ou un adolescent était capable d'exprimer sa joie, c'est déjà très bon. Après ça, on peut dire, ben là, tu vis une autre émotion, c'est comment tu te sens maintenant. D'accord? Et c'est quoi tes besoins? Tu te rappelles quand tu t'étais rempli de joie, tu m'avais dit que tu avais besoin de parler à des gens puis de communiquer. Maintenant, je sens que c'est une autre émotion que tu vis, parce que c'est pas la colère ou la peine. Oui, on dit que c'est une émotion plus difficile, mais c'est des fois très utile. Donc, comment moi, je peux t'accompagner après ça, en toute bienveillance? Je ne ferai pas pour toi, par exemple. Je vais t'accompagner à l'identifier ce qui se passe, à répondre à tes besoins ou à t'aider à répondre à tes besoins aussi. D'accord? Ça, c'est ça de la bienveillance. Donc, l'alphabétisation des émotions et des besoins, c'est ça, c'est comment je me sens parce que et j'ai besoin. Dans mon livre, c'est sûr qu'il y a des grilles que vous pouvez utiliser, mais que vous pouvez aussi reproduire chez vous, là, où on peut travailler aussi avec les jeunes. Moi, j'appelle ça prendre le pouls de ses émotions 2 fois par jour. C'est sûr que quand on est dans une période de crise, là, si on est dans l'anxiété, pour avoir vécu de l'anxiété généralisée, je peux vous dire, c'est pas le temps de faire ça. Si on est en dépression majeure, c'est pas le temps de faire ça. Mais si on voit que l'enfant est capable d'avoir un certain contrôle ou qu'il y a une prise de médication, puis on sent que la tension est basse, bien là, on peut l'accompagner à faire cet exercice-là avec un adulte, de dire, et l'adulte, vous-même, vous pouvez le faire, comment je me sens. Puis après ça, on le fait sans analyser quoi que ce soit. Puis à chaque fin de mois, on peut regarder le portrait de notre mois pour savoir est-ce que, ben, je me sens triste. Mettons que j'ai écrit je me sens triste 15 fois sur 30 jours. J'ai besoin de voir des amis. Bon, là, en période de COVID, c'est difficile. Mais là, on va pouvoir dire, ben, regarde, tu avais besoin de voir des gens. Est-ce qu'il y a des gens que tu peux voir autour de toi? Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu peux parler? Est-ce qu'il y a un groupe de soutien? Est-ce que tu as un ami que tu peux... Parce que des fois, les gens ont peur d'aller vers les autres. Ils ont peur des dérangés. Hein? On le voit ça souvent chez les personnes aînées. Là, j'ai peur de les déranger avec mes problèmes, mais ça existe aussi chez les plus jeunes. D'accord? Donc, mais ça, vous, comme intervenant, ça fait partie de la composante numéro 1. D'accord? Avoir une bonne conscience de soi. OK? Parce que si vous rentrez en intervention et que vous vivez des émotions difficiles, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Là. Comme je vous dis, je ne cherche pas à être parfait là, parce qu'on reste des êtres humains, puis des fois, on a de la misère à gérer nos émotions. Puis c'est pas vrai que toutes les émotions se gèrent avec une petite technique. Des fois, il y a des émotions que ça peut prendre quelques jours à gérer. Quand on parle de deuil, entre autres, là, ça peut être très long même à réguler. Puis dans certains cas, ben, ça prend de la médication aussi. D'accord? Est-ce que les personnes toxiques existent? D'accord? Et là, quand je fais cette question-là, c'est très drôle quand je fais ça en conférence, quand il y a plein de monde autour de moi, parce que là, les gens vont dire « Ah oui, j'en connais un. Ah oui, telle personne. Ah, cette personne-là est toxique. » Je dis « Ah, OK, parfait. » Puis là, je leur pose la question, est-ce que vous vivez du stress des fois, de l'anxiété? Est-ce que vous vivez de la colère, de la tristesse? Puis là, tout le monde lève la main, tout le monde dit « Ah ben oui, ah ben oui, ah ben oui. » Alors, je leur dis « Vous pouvez tous être toxiques pour les autres. » D'accord?
On a parlé beaucoup d'empreintes écologiques dans les dernières années et de plus en plus, avec la neuroscience, on parle d'empreintes émotionnelles. Et là, quand je vous parle de dire on va revoir le rôle de l'adulte, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les émotions sont contagieuses. Et les émotions négatives sont plus contagieuses que les émotions positives. La bonne nouvelle, c'est que les émotions positives sont elles-mêmes contagieuses. D'accord? Et quand on parle de stress, la neuroscience nous a démontré qu'il y a une résonance du stress. Et plus notre lien est signifiant avec une personne, plus on passe de temps avec une personne, plus la contagion est grande, plus on peut transférer notre stress sur la personne. D'ailleurs, maintenant, en milieu éducatif, qu'est-ce qu'on dit? On parle, parce que là, on parle de conscience de soi, mais si vous savez que vous êtes stressé avant une intervention, peut-être que vous allez dire, ben là, je vais prendre 5-10 minutes pour aller faire une relaxation, pour baisser le taux d'anxiété, parce que si j'ai un enfant ou un adolescent anxieux devant moi, on va s'auto-contaminer tous les deux, d'accord? Donc, avoir une posture calme, OK? Puis, je vais vous donner des petits trucs pour revenir au calme. Plus tard, là, puis c'est des trucs que vous avez parce que moi, mon livre, c'est surtout le rôle de l'adulte, puis ensuite comment on transfère l'approche sur les jeunes. Donc, la contagion émotionnelle existe. On l'a tous vu. Hein, premièrement, meilleur exemple, on est en présence de 2 personnes dans notre vie qui ont un fou rire, on se met à rire, on ne sait pas pourquoi. On a tous été à un moment donné dans un milieu de travail, puis il y avait une personne ou deux qui était toujours stressée, puis qui stressait toutes les autres. On est autour d'une table à Noël, en famille, puis il y a une chicane, puis là, tout le monde est mal à l'aise. OK? Donc, ça a une incidence sur nous. D'accord? Donc, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que, un peu comme on dit avec l'environnement, votre empreinte émotionnelle, il faut apprendre à la contrôler. Parce que si vous passez du temps avec quelqu'un, puis si quelqu'un vous aime, si quelqu'un là vous apprécie, la contagion va être encore plus grande. D'accord? Donc, d'où l'importance de bien gérer ses émotions puis d'avoir une conscience de soi. Et comme vous l'avez vu en début d'atelier avec les diapositives que je vous ai montrées, on voit très bien que vous allez, avec les jeunes issus de la minorité sexuelle et de genre, négocier avec des jeunes qui vivent une panoplie d'émotions, de stress, de dépression, d'où l'importance d'avoir une approche positive dès le départ, hein? Avant de commencer à parler du problème, de quoi qu'on peut parler de positif. OK? Ensemble. Ça peut être... Moi, je pense souvent à la poutine comme exemple, mais tu as mangé une poutine pour dîner, t'aimes ça de la poutine? Ah, c'est cool. Commencez par ça. D'accord? Puis après ça, on va rentrer dans des choses plus difficiles. Mais créer le lien avant tout. Puis c'est comme la même chose que je dis dans les écoles, quand ils disent « venez me voir », je dis « commence par te promener dans l'école, créer des liens, puis après ça, les gens vont aller te voir. Pourquoi les gens iraient te voir s'ils ne te connaissent pas, s'ils ne savent pas t'es qui? Je sais que vous n'êtes pas obligé de vous impliquer personnellement dans les interventions, mais il y a une façon d'échanger positivement avant d'arriver dans le vif du sujet. Et ça va aider le jeune, justement, à faire tomber son anxiété, sa pression, parce que si tu arrives en intervention, puis des fois, on n'a pas le choix, là, si on est en crise, il faut tomber dans le vif du sujet. Mais quand on a le choix, privilégions l'approche positive de dire, qu'est-ce qui va bien? Puis après ça, on va parler de ce qui va mal. Puis quand on va parler de ce qui va mal, on va faire des liens avec ce qui va bien. D'accord? Donc, là, je vous donne, puis dans mon livre, il y en a plus que ça. C'est sûr qu'il y a des trucs qui fonctionnent, mais encore là, si vous avez une maladie d'anxiété ou une dépression majeure, là, ça va prendre plus que ça. Là, ça va prendre des médicaments peut-être ou une psychothérapie. Là. C'est sûr que rire et chanter, là, ça a été prouvé, ça fait baisser le stress, ça fait baisser l'anxiété. Si on boit de l'eau très froide quand on est en colère, ça fait baisser la température du corps, ça peut aider à réguler. Mais encore là, quand je parle d'autorégulation des émotions, parce que vous aussi, comme intervenant, vous devez apprendre à les gérer avant de rentrer en intervention. Pourquoi je vous dis ça? C'est que non, pas pourquoi je vous dis ça, là, je dis n'importe quoi. Mais je dis, c'est comme un peu faire de l'exercice physique, OK? Si je vous dis, ben là, il faudrait que tu sois plus actif physiquement, tu ne fais pas assez d'exercice, là, c'est souvent mon cas. Si tu n'aimes pas le yoga, va pas faire de yoga, là. C'est un peu la gestion émotionnelle, là. Puis moi, je peux vous le dire, là, j'ai eu des troubles anxieux généralisés. C'est essai-erreur. D'accord? C'est essai-erreur. Donc, puis c'est pas parce que quand vous vivez une émotion forte, vous avez besoin de prendre une marche, que tout le monde a besoin de prendre une marche, d'accord?
Si quelqu'un vit de la colère, il va peut-être avoir besoin de prendre une marche. Il y en a un autre. Mais s'il y en a, si moi, je prends une marche puis ça me calme, ça va. Mais si j'ai quelqu'un d'autre, je dis, va prendre une marche puis on a un problème de gestion de pensée parce qu'on a des pensées récurrentes. Hein. Souvent, chez les anxieux, c'est ça qui arrive. Alors, la tension ne baissera pas. Donc, il faut trouver son véhicule. Hein. Puis c'est la même chose avec les jeunes TDAH. Là. Moi, j'ai rien contre la méditation pleine conscience. On peut la pratiquer, mais c'est proscrit chez les TDAH, entre autres. Pourquoi? Parce qu'on va plutôt parler de relaxation active, parce que ça peut augmenter l'anxiété. Et selon les études, là, il y a même des études en Australie qui ont dit, on se demande même si la méditation pleine conscience peut bien fonctionner. Là, il y a plusieurs études là, présentement à quel moment dans le développement du cerveau ça peut arriver. Là, mais je sais qu'il y a beaucoup de recherches qui se font à ce sujet-là. Et il y a quand même 20% des gens pour qui ça ne fonctionne pas. Là. Moi, je me rappelle quand je vivais de l'anxiété, là, mettez-moi pas en méditation pleine conscience, ça ne marchait pas. Donc, ce qu'on essaie, on peut dire quand même à un jeune, écoute, moi, je fais ça, ça fonctionne, veux-tu l'essayer? Parce que des fois aussi, ils ne sont pas capables de trouver de solution. Alors, puis on leur dit, mais si ça ne marche pas, il ne faut pas vendre la recette miracle, là. Hein? Parce que moi, je me rappelle, quand j'ai été diagnostiqué avec ma maladie d'anxiété, tout le monde, tu sais, j'ai été en thérapie cognitivo-comportementale, si tu fais ça, ça marche, puis ça ne marchait pas. Puis là, j'ai dit, ben là, pourquoi ça ne marche pas avec moi, puis ça marche avec les autres? Il faut faire très attention. Hein? Puis ça, Isabelle l'a bien nommé hier, c'est de dire, écoute, on va essayer ça, ça se peut que ça ne marche pas, mais il y a tellement d'autres options qu'on va finir par y arriver ensemble. OK? Mais vous aussi, vous devez apprendre à le faire, parce que vous allez devoir l'enseigner. OK? Puis en toute bienveillance, on ne dit pas aux autres quoi faire. La minute du bonheur, et juste que quand je vous parle de... ça, c'est un petit truc que moi, je fais, qui fonctionne pour moi. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner sur tous les gens. Mais quand je suis anxieux ou quand j'ai... Des fois, ça m'arrive aussi de sauter des coches. Des fois, là, moi, je ne suis pas parfait. Là, ça se peut des fois que je perde patience. Là. J'essaie que ça arrive le moins souvent possible. Mais la minute du bonheur, c'est une façon de, quand tu reçois quelque chose puis tu es ébranlé, de dire, bon, là, je m'assois puis je pense à quelque chose qui me rend heureux ou qui me rend bien pendant 1 minute, ça peut être plus qu'1 minute. Et il y a une étude aux États-Unis aussi qui a été menée dans des écoles secondaires où on prenait un groupe A avec qui on faisait la minute du bonheur avant chaque examen et un groupe B avec qui on ne faisait pas la minute du bonheur avant chaque examen. Ce qu'on a constaté, c'est que le groupe A réussissait mieux ses examens, pas parce qu'il était plus intelligent, okay? Parce que la tension du groupe tombait. Donc, on fermait les yeux, on se concentrait sur quelque chose, OK? Contagion émotionnelle, le stress baissait. Contagion émotionnelle, le stress du groupe baissait. Du côté B, stress avant un examen, contamination émotionnelle du groupe, moins performant. D'accord? Donc, d'où l'importance. C'est ça qu'il faut comprendre là, maintenant. Là. On est rendu là. L'oxytocine aussi, qui est l'hormone de l'amour et du bonheur, et c'est probablement l'hormone qui nous a le plus manqué dans la dernière année et qui va beaucoup manquer aux gens qui vivent de la discrimination, qui vivent du rejet. L'oxytocine, là, on dit souvent que c'est l'hormone qui est stimulée quand on fait l'amour, là. Puis, mais c'est aussi l'hormone qui est stimulée quand la mère caresse l'enfant, lui donne le sein. OK, ça aide même au développement du cerveau. Ça nous permet de nous calmer, de nous apaiser. Il y a plusieurs façons aussi de stimuler les décharges. C'est sûr qu'on peut pas faire l'amour partout, mais on peut échanger des mots doux. Là, les câlins sont plus difficiles. Mais moi, je donnais des conférences. J'ai donné ces conférences-là auprès de jeunes adolescents, puis je leur disais, maintenant, on est en classe bulle. Si ce qui nous rend heureux, c'est nos relations avec les autres, bon, on est privé de beaucoup de relations, mais dans la bulle dans laquelle on est, est-ce qu'on peut cette année s'entendre sur améliorer nos relations, donc échanger plus de compliments, s'entraider, écouter les autres, être écouté. Tu sais, c'est toutes des affaires qui nous aident à nous stimuler, OK, à stimuler ça. Et c'est des choses qui aussi, je sais qu'on ne peut pas toucher nécessairement à tout le monde, là, mais exemple, moi, quand j'avais ma maladie d'anxiété, je ne connaissais pas tout ça, là, puis moi, la massothérapie m'a beaucoup aidé à m'apaiser. Puis moi, j'allais me faire masser, puis même encore aujourd'hui, quand je suis anxieux, je vais privilégier la massothérapie à n'importe quoi d'autre parce que ça déclenche l'oxytocine. À l'époque, je ne le savais pas, là, je le sais. Et c'est ce qui m'apaise le plus. Même souvent, quand je charge, j'ai l'impression d'avoir 30 livres en moins sur les épaules et d'être grounded. Mais ça, c'est moi, d'accord? Moi, l'acupuncture m'a aidé. Mais moi, j'ai un ami qui a peur des aiguilles. Il dit, ben là, ça m'a mis sur le nerf. Ben, je dis, oui, mais tu vois, c'est pas ton véhicule à toi, d'accord? Donc, il faut que tu trouves ton véhicule.
Bon, là, je reviens sur pour ceux qui n'étaient pas là, peut-être en début là, de présentation. On a des besoins relationnels. Okay? Et ces besoins-là, Jacques Salomé en a parlé beaucoup. Moi, je résume vraiment ça en voulant dire que nous voulons tous être vus, écoutés, reconnus et entendus. Et là, vous avez vu dans les diapositives au début, le fort pourcentage de jeunes qui disent on m'a pas cru, on a ignoré l'information. Et ça, c'est la pire chose qu'on peut faire. Hein? Donc, si quelqu'un vous dit je s'identifie comme ça, et puis on le voit aussi dans les capsules qu'on a réalisées là, pour l'école, c'est la pire affaire que vous ne pouvez pas faire que d'ignorer l'information. Et vous n'êtes pas bienveillant si vous ne répondez pas aux besoins de l'enfant. Si un enfant s'exprime et dit « Moi, j'ai besoin qu'on me nomme de telle façon », si vous ne le faites pas, c'est ni bon pour vous, ni bon pour le jeune. Il faut que ça arrête, ça. Tout simplement parce que si on n'est pas vu, écouté, reconnu et entendu, on tombe dans un autre langage qu'on appelle le langage de la colère, de la violence. Et souvent, chez les victimes, ça peut être de la violence vers soi-même, mais aussi ça peut se manifester vers les autres. Il y a beaucoup de jeunes issus des minorités sexuelles et de genre qui sont très agressifs. Pourquoi? Parce qu'ils vivent tout ce rejet-là. On ne les écoute pas, on ne les entend pas, on ne les reconnaît pas et ils explosent à un moment donné dans leur environnement. Okay? On l'a même vu dans les cas d'intimidation. Je vous rappelle que la plupart des tueries qu'il y a eu dans les écoles secondaires, c'est des jeunes qui vivaient de l'intimidation parce qu'à un moment donné, on explose. Le meilleur exemple pour ça, je vais prendre un exemple plus concret, c'est lorsqu'on est en couple. Supposons, moi, je suis en couple, puis je dis, ben, je me sens triste, j'aurais besoin qu'on m'écoute, j'aurais besoin d'être écouté. Je vais le dire une fois gentiment, 2 fois, 3 fois, la 10e fois, je vais sauter, je vais dire, là, tu ne m'écoutes pas, puis c'est à cause de toi, je suis en beau maudit, puis bon, OK, on explose, parce que là, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu, OK? Et la bienveillance veut qu'on écoute, qu'on reconnaisse le besoin de l'autre pour l'accompagner vers son développement optimal. Donc, si vous ignorez l'information, et si un enfant, dans son milieu familial, on ignore l'information, c'est une violence extrême sur un individu. D'accord? De dire, ça n'existe pas, c'est dans ta tête, t'inventes ça. Moi, au début, quand j'ai dit que j'étais gay, le monde disait, bah, c'est une mode. C'est la pire affaire à faire. D'accord? Même si vous ne comprenez pas, même si vous devez vous informer, même si vous devez aller plus loin, répondez aux besoins. Et là, il y a une chose aussi que vous devez comprendre, c'est que surtout dans l'identité de genre, mais même dans l'orientation sexuelle, il peut y avoir un processus. Parce que moi, ça, je l'ai vu, là. Mais là, il faudrait qu'il se branche, là. Il disait qu'il était bisexuel, il est rendu pansexuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, elle disait qu'elle était lesbienne, là, mais finalement, elle est trans. C'est quoi? Pourquoi qu'elle fait ça? Non. D'accord? On est dans je peux vous dire, là, c'est comme dire dans la vie, là, je peux avoir une réflexion sur le travail que je vais faire dans la vie, puis ça peut varier. On est dans le développement d'un être humain, OK? Avant que ça se fixe dans le temps, on doit apprendre à accompagner dans les étapes, d'accord? Même nous, à la Fondation, on a créé un outil là, sur l'enfant qui explore son identité de genre. On ne va pas dire à un enfant de 5 ans, t'es trans. On va dire, si lui, il parle, je vais dire, ah oui, ça veut dire quoi pour toi? On va dire, parce qu'il y a des enfants qui vont qu'explorer leur genre, qui à un moment donné vont dire, ah, moi, j'ai le goût de ci, j'ai le goût de ça, puis ça peut varier dans le temps, d'accord? Mais aussitôt qu'il le manifeste, qu'il le dit, tu dis, ah oui, alors ça veut dire quoi pour toi? D'accord? Puis même moi, quand j'ai réalisé les capsules, il y a plein de termes qui sont sortis, puis à chaque fois, je disais, parce que quand on parle de non-binarité, il y a beaucoup de gens qui vont dire, pour moi, ça veut dire ça. Donc, l'important, c'est pas de dire, parce que j'ai même vu des personnes trans entre eux dire, là, c'est pas ça la non-binarité. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Comment je peux t'accompagner et répondre à tes besoins là-dedans, d'accord? Pour qu'après ça, tu puisses créer de bonnes relations, mieux gérer tes émotions parce que tu vas vivre beaucoup de frustration. Et quand tu as envie, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses avec? Parce que c'est bien beau de dire, parce que moi, j'en ai vu dans le milieu, là, parce qu'on est dans les communautés LGBTQ2+, là, on est souvent ostracisés, on a beaucoup de problèmes relationnels dans nos relations.
beaucoup de problèmes de confiance envers les autres. Moi, j'ai tout passé à travers ça. Quand tu as été rejeté, à un moment donné, c'est dur de faire confiance aux autres. Donc, c'est un processus, d'accord? Et ça se peut qu'on soit maladroit, ça se peut qu'on soit agressif des fois. Puis, tranquillement, il faut comprendre ça. Tu vis des frustrations, parfait. Mais maintenant, comment on va les rendre utiles, tes frustrations? Hein? Un peu comme Boris Cyrulnik disait, c'est pas tout d'écouter, mais c'est après ça que dans l'action, qu'est-ce qu'on va faire pour justement redonner le pouvoir aux gens. Tu sais, c'est comme moi, j'ai toujours dit pendant la pandémie, moi, je m'en suis assez bien sorti. Pourquoi? Je suis resté j'ai gardé un certain contrôle de ce que je faisais. Je me suis tenu occupé, j'ai écrit un livre, j'ai travaillé avec Michel Doré sur plein. Puis là, tu fais comme OK, là, je suis en contrôle à quelque part sur ce que je vis, puis je reste en contact avec les gens par téléphone ou de façon virtuelle pour assurer un besoin relationnel que j'avais avec les autres. D'accord? Maintenant, les règles de base pour une bonne hygiène relationnelle. Ce que vous devriez avoir comme vous, comme personne, OK, comme intervenant, mais ce que vous devriez aussi enseigner lors de vos interventions. Comme je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont analphabètes émotionnels et relationnels dans notre société. Moi, j'en fais partie. Là. Je suis mieux que j'étais, mais je peux me dire qu'on ne m'a pas bien aidé là-dedans. Là. Quand je faisais de l'anxiété, moi, quand j'étais jeune, puis que je vomissais, le médecin, la seule affaire qu'il a dit à ma mère, donnez-y de la salade puis du riz, ça va passer. Là. Parce qu'il y a un estomac nerveux, c'est à cause des hormones. Tu sais, c'est ça qu'on disait. Là. C'est une autre époque, là, mais c'est plus complexe que ça. Là. Parce que si on s'était occupé de mon anxiété quand j'étais adolescent, j'aurais probablement pas eu une maladie d'anxiété à l'âge adulte. Donc, moi, je dis tout le temps, n'étiquetez pas les gens. OK? C'est la pire chose. Moi, j'ai un ami qui travaille même qui est gardien de prison, puis il y a même des criminels qui lui disent, écoute, j'ai fait un crime, mais ça ne me définit pas. Et d'ailleurs, moi, je me suis battu beaucoup pour ça, pour pas qu'on étiquette les agresseurs dans les écoles et qu'on leur dise, ben là, tu es un petit intimidateur, t'agresses les autres, de dire non, c'est pas ça qu'on dit. On dit ça, c'est un comportement qu'on n'accepte pas à l'école, mais c'est un comportement qu'on n'accepterait pas de personne. Là, mais c'est pas parce que tu as eu ce comportement-là, c'est pas que parce que Jasmin a menti, parce qu'on a tous menti dans notre vie, que c'est un menteur. C'est pas parce que Jasmin, à un moment donné, il était d'un restaurant puis il n'a pas été fine avec la serveuse parce qu'il a été mal servi que ça fait de lui un mauvais garçon. Donc, c'est pas quelque chose qui nous définit comme tel, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, la façon dont on se définit. Donc, on n'étiquette pas les gens, d'autant plus qu'avec des jeunes qui sont dans toute la réflexion d'identité de genre ou d'orientation sexuelle, il y a tout un processus. Hein? Il faut aussi leur faire comprendre que pour eux autres, souvent, quand ils font leur coming out, ça a été un processus intérieur. Mais il faut aussi qu'on leur apprenne à accepter que les gens autour doivent aussi faire un processus d'acceptation. Que ça ne se fait pas spontanément. C'est pas parce que moi, Jasmin, mettons, j'arrive, j'ai fait une réflexion sur n'importe quel sujet, je pitch ça dans mon environnement, que tout le monde va dire « Ah, OK, c'est ça, OK. » Mais les gens vont peut-être dire « OK, on va s'adapter. » Même des fois, j'ai déjà dit même à des jeunes, j'ai dit à ma mère que j'étais gay, elle s'est mise à pleurer. Je dis, ben c'est formidable, elle est en train de s'adapter, elle t'a pas mis à porte. Puis il faut accepter aussi, je sais que c'est difficile pour les jeunes d'accepter ça, mais il faut leur faire comprendre qu'il faut accepter que des fois, autour d'eux, il peut y avoir des maladresses, il peut y avoir des difficultés et qu'on va travailler plus dans un mode positif et de bienveillance. Même eux, il faut qu'ils apprennent à mettre ça en pratique pour éviter de multiplier les conflits. OK? Donc, on essaye le plus possible de leur faire comprendre ça. C'est sûr que s'il y a quelqu'un qui refuse spontanément ou qui refuse volontairement leur demande, là, c'est autre chose. On prend du temps pour soi, on parle au jeu. Le tu implique le conflit. Donc, on essaie toujours de parler au jeu, probablement vous le savez déjà. Le tu, ça veut dire c'est à cause de toi. Là, OK? Et il ne faut pas présumer les intentions des autres. On accorde du temps de parole, puis on respecte les limites et les besoins des autres. C'est pas parce que votre limite, quand vous franchissez votre limite à un certain degré que tout le monde va franchir cette limite-là à ce moment-là. D'accord? Donc, il ne faut pas prendre pour acquis que votre expérience personnelle, c'est la même expérience que la personne devant vous. Maintenant, aussitôt que vous aurez intégré les notions d'apprentissage socio-émotionnel, donc vous allez avoir une meilleure conscience de vous,
vous allez être mieux, vous allez être enclin à, ben en tout cas, vous allez être, ça va être plus facile pour vous, bon, je vais finir par le dire, de lire les autres. OK? Donc, souvent, vous allez voir quelqu'un, il y en a qui ne parlent pas, hein, il y a des émotions non verbales. Qu'est-ce que la personne essaie de me faire comprendre? OK? Tu sais, le meilleur exemple pour une émotion non verbale, c'est les gens qui boudent. Pour moi, les gens qui boudent, là, ça, dans les couples, souvent ça arrive, là, ça boude, même il y en a qui font ça pendant des jours et des semaines. Pour moi, ça, c'est des analphabètes émotionnels. C'est des gens qui sont incapables de dire comment ils se sentent et qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis probablement que la qualité relationnelle n'est pas assez bonne pour le faire. La confiance n'est pas assez, la bienveillance n'est pas assez omniprésente. Donc, on essaie de... C'est une façon de se faire... C'est une violence, là. C'est une façon de se faire voir, entendre, reconnaître. Hey, you, tu ne m'écoutes pas, là. Alors, des fois, il faut essayer de les accompagner vers une expression de l'émotion. Des fois, ça peut être difficile. Et comme je vous disais, essayer de commencer par des émotions positives avant les émotions négatives. Quelles ont été les causes qui ont amené à vivre cette émotion-là? Et des fois, les causes ne sont pas extérieures à la personne, ça peut être des causes intérieures. Moi, je peux me rendre moi-même anxieux parce que tout à l'heure, j'ai parlé de contagion émotionnelle, mais il y a une affaire aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut s'auto-contaminer aussi. J'ai oublié de vous le dire. Exemple, je suis en colère. Moi, je faisais ça avant. Je suis en colère. J'appelais plein de monde pour dire que je suis en colère. Maintenant, je suis en colère, j'appelle une personne, des fois deux. Et après ça, j'arrête. C'est la même chose quand j'étais en psychanalyse. Je pleurais. Elle me disait, là, tu pleures avec moi, puis on s'en reparle la semaine prochaine. Parle-en pas aux autres. Pourquoi? Parce que là, on est encore dans le mythe dans notre société, il faut que ça sorte. Oui. Mais à un moment donné, il faut que ça arrête de sortir parce que vous allez vous noyer dans votre peine, puis vous allez... moi, avant ça, là, la colère, là, je l'alimentais, puis j'arrivais plus à dormir le soir. Donc, oui, il faut que tu l'exprimes, ta colère, mais il ne faut pas que tu l'exprimes à tout le monde. Puis ta peine, il ne faut pas que tu l'exprimes à tout le monde. À un moment donné, il faut que tu aies un véhicule, puis après ça, tu te dis comment je vais apprendre à la contrôler, d'accord? Dans certaines conditions, c'est impossible de la contrôler à tous les jours. Okay? Quand on parle de deuil ou de situation de crise, ça, c'est autre chose. Mais dans la vie, tous les jours, c'est ça qu'on essaie de faire. Qu'est-ce qu'elle désire, la personne devant moi? Quels sont ses besoins? Est-ce qu'elle propose des solutions? C'est surtout ça que vous devez vous poser comme question. Sinon, je vais être obligé de l'accompagner vers une meilleure régulation de ses émotions puis lui suggérer des solutions. Mais pas lui dire, c'est ça que tu vis. Bon, moi, je le sais, je suis psychologue ou je suis intervenant. Là, moi, là, je sais c'est quoi tu vis, c'est ça. Puis pour te faire du bien, il faut que tu ailles faire ça. Ça, c'est la pire affaire à faire. D'accord? Parce que premièrement, si la personne le fait puis ça ne fonctionne pas, elle va vivre un sentiment d'échec. Très grave. Après ça, elle va dire, ben là, puis moi, j'ai vécu ça, je sais, je peux vous dire. Là, à un moment donné, tu te dis, puis là, tu t'écrases encore plus parce que tu dis, mon Dieu, je suis vraiment un cas difficile, puis là, tu dis pourquoi moi, puis pourquoi moi, puis pourquoi moi, puis pourquoi les autres, ça marche, puis pourquoi elle me dit que c'est ça, puis ça marche pas. D'accord? Donc, il faut toujours dire, puis d'ailleurs, c'est ce que je dis, moi, je donne des conférences auprès des jeunes souvent. Je leur dis, quand on a un problème de santé mentale aujourd'hui, parce que moi, j'ai fait partie des gens qui avaient été médicamentés pour un mal diagnostiqué, puis ça marchait pas, je leur ai dit, il y a toute une batterie d'outils qui s'offrent à vous. Ça se peut qu'un outil ne fonctionne pas. Ça se peut que ça prenne plus de temps. Maintenant, on a tellement d'outils maintenant, on va finir par trouver quelque chose, même si c'est long et c'est difficile. D'accord? En terminant, vous pouvez vous procurer mon livre. Là, je me plug moi-même, je vais en profiter. C'est quand même un livre que je crois intéressant. Et le livre sur les apprentissages socio-émotionnels, parce que je crois que c'est l'avenir. D'ailleurs, l'UNESCO a émis un rapport il y a 2 ans, disant que à l'échelle mondiale, les milieux éducatifs devaient s'investir plus que jamais jusqu'en 2030 sur le développement des habiletés sociales et émotionnelles pour favoriser le vivre ensemble, l'inclusion, pour favoriser la meilleure gestion des émotions. Pourquoi? Parce que quand on a cette approche-là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a moins de discrimination, il y a moins de consommation de drogue et d'alcool, il y a moins de décrochage scolaire, il y a une plus grande confiance dans les adultes et dans les institutions, et il y a un plus grand
il y a une plus grande confiance en soi, mais aussi une incidence positive sur la santé globale de l'être humain. Donc, moi, j'arrête pas de le dire, c'est bien beau faire de l'activité physique puis bien manger, mais si émotionnellement, puis moi, je suis le premier, là, je n'arrête pas de le dire, là, moi, quand je vis des mauvaises émotions, j'ai tendance à manger mal, à prendre plus de vin. Donc, et je suis pas anormal, là, parler à n'importe qui. Là, les gens vont dire, hey, là, je me suis tapé une poutine à soir parce que j'ai passé une mauvaise journée ou hey, j'étais-tu content d'arriver à la maison puis prendre mon verre de vin là, avec la journée que j'ai eue. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant tout, si on veut être heureux, il faut apprendre aux jeunes à avoir de bonnes relations avec les autres. Puis, c'est pas la quantité de relations, ça, il faut faire comprendre ça aussi. C'est la qualité. Donc, avoir quelques relations de qualité, ça peut nous sauver la vie.